Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Anastasia et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Donc aujourd'hui, le fil rouge un peu de cet échange, c'est de mieux comprendre l'IA générative, d'où ça vient, un peu l'état de l'art aujourd'hui et peut-être un peu où ça va aussi. Et j'aimerais que tu puisses commencer par te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours et ce qui t'a amené à cofonder une entreprise dans le domaine de l'IA générative qui s'appelle Playas. Merci beaucoup pour l'invitation, Clément, et avec grand plaisir pour en discuter aujourd'hui de ces sujets qui, effectivement, me passionnent depuis quelques années maintenant. Donc, moi, j'ai un parcours un tout petit peu atypique, on va dire, pour le domaine de l'IA, puisqu'en fait, à la base, je suis une littéraire. Donc, j'avais fait mes études en philosophie, d'abord en Russie, puis j'ai été admise à l'école normale à Paris. J'avais fait un test donc en philosophie également. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser donc au NLP, au Natural Language Processing, donc assez tôt en lien avec mes études. Et ensuite, donc, j'ai beaucoup travaillé dans à la fois la transformation digitale, hein, donc où il s'agissait justement de voir comment exploiter des contenus qui étaient un tout petit peu, disons, qui n'étaient pas trop utilisés, donc notamment chez Hachette, hein, chez Juno Éditeur plutôt. Donc, comment, à partir des contenus, des livres, on peut créer de nouveaux formats digitaux, digital learning, etc. Et puis, donc, j'ai dirigé aussi la R&D d'une petite start-up qui s'appelle Opinion Science. Donc, et où justement, j'ai rencontré mon cofondateur Pierre-Carl Langlais, et où on a commencé à travailler sur des sujets, en fait, d'interprétation, de mining, de décryptage, en fait, des narratifs en ligne. Donc, en prenant des publications Twitter, des publications Facebook en masse, hein, donc des grandes quantités de données, et en les analysant avec des modèles d'IA disponibles à l'époque, hein. Donc, c'était déjà des premiers modèles de langage, hein. C'était BERT. Donc, BERT est effectivement un LLM. Et donc, à l'époque, bon, peu de monde s'y intéressait réellement, hein, donc, parce que ça servait surtout à la classification, donc à la catégorisation. Donc, on voyait pas forcément encore beaucoup d'intérêt au sens large, hein, même si dans les entreprises, effectivement, commençait déjà peu à peu utiliser. Et donc ensuite arrive GPT-3 et surtout GPT-3.5, donc la version Instruct donc de ce modèle, donc et c'est le fameux ChatGPT. Et enfin, on comprend tous, bon en réalité, ça va un tout petit peu changer le monde. Donc on voit tout de suite des applications de plus en plus concrètes, enfin au-delà même de chatbot, hein, donc qui est évidemment le premier usage. Et avec Pierre Carl, on se dit, il y a clairement une opportunité ici. Donc, et en fait, Playas naît donc en fin 2023, pardon, voilà, décembre 2023. Le temps en IA passe bizarrement, hein. On a l'impression que c'était il y a 1000 ans, en même temps, c'est pas si longtemps que ça. En fait, avec donc quelques convictions fortes qui viennent en fait de notre expérience sur le terrain à l'époque, hein, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avec Pierre Carl, on a commencé à travailler très tôt sur l'un des plus gros projets d'IA générative dans la fonction publique française, hein, donc le projet qui s'appelle Albert, où il s'agissait en fait de créer un copilote, en quelque sorte, de la fonction publique, donc grosso modo un assistant qui permettrait donc aux fonctionnaires, aux agents de service public de répondre aux questions des citoyens, donc en explorant les bases documentaires, donc législatives et autres, de manière un peu plus efficace. Et en fait, ce projet commence assez tôt avec quelques idées assez intéressantes. Surtout, faire un peu du souverain, en quelque sorte. Donc, ne pas simplement utiliser ChatGPT, un autre modèle propriétaire fermé, donc pour avoir plus de contrôle, plus de visibilité, donc plus d'indépendance aussi. Donc, et mieux adapter aussi le système d'IA aux besoins et aux prérequis donc français, donc notamment de la fonction publique. Donc on commence à travailler sur ce projet assez tôt et on voit qu'il y a des vraies opportunités en fait. Pourquoi? Parce que à l'époque et encore aujourd'hui, on ne disposait d'aucun modèle réellement open source et compliant avec la législation européenne, hein, qui se mettait en place, hein, donc peu à peu avec l'IART, etc. Donc je parle notamment aussi de la question du respect du droit d'auteur, donc et de l'ouverture de corpus d'entraînement des modèles. Donc on voit qu'il y a ça. Et de l'autre côté, en fait, lorsqu'on travaille sur Albert, on travaille dans les conditions réelles. Et les conditions réelles en Europe, a fortiori pour les services publics, mais pas que, c'est l'absence de GPU. C'est-à-dire qu'on en a très peu, hein. Donc on n'a pas d'infrastructure monstre. Et surtout quand on veut faire du on-premise, quand on veut faire
donc des déploiements donc qui seraient plus sécurisés, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et on voit qu'il y a une vraie opportunité de faire à la fois du plus éthique, du plus transparent, du plus compliant, mais aussi du plus frugal et c'est-à-dire du plus déployable, en fait, dans les conditions réelles. Et donc, en fait, on crée Pléas avec, donc, cette, double conviction qu'on peut faire de l'IA générative pour les contextes B2B, pour les contextes entreprises, donc dans les secteurs régulés, de manière efficace, de manière efficiente, mais sans voilà faire du très gros et du pas forcément en fait comment dire aligné avec nos standards légaux, nos normes légales européennes. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on crée Pléias, hein, donc et l'objectif étant d'entraîner des grands modèles de langage. Donc, on entraîne véritablement des modèles fondations. Donc, il ne s'agit pas de faire des petits fine-tuning ou autre, mais d'entraîner des modèles fondations sur des corpus entièrement ouverts, donc à savoir avec licence permissive exclusivement. Donc, on ne prend pas les archives du web sans discrimination, donc en disant: «Maintenant, après, il y aura plus de contenu sous droit d'auteur», parce qu'il y en aura toujours, hein, dans les archives du web. Donc, rendre ces modèles open source et open source au sens propre, enfin au sens fort du terme, donc non seulement les poids ouverts, mais aussi le code et les poids ouverts, donc, et pardon, le corpus ouvert, et donc rendre ces modèles exploitables et efficients pour les contextes entreprises. Et je sais que tu connais bien le sujet, mais on parle beaucoup d'IA générative, voilà, sans forcément trop s'attarder sur ce que ça veut dire vraiment. Je veux bien que peut-être que tu donnes un peu une définition de, pour toi, enfin, comment toi tu définirais l'IA générative, de quoi on parle exactement et en quoi, fondamentalement, en fait, c'est différent des technologies d'IA qu'on avait jusqu'à présent. Tu vois, tu parlais de NLP notamment. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de l'IA générative? Donc en fait, effectivement, donc il y a des différences architecturales donc entre l'architecture entre les modèles de langage, donc aussi basés sur les transformers, mais qui étaient des encodeurs, décodeurs. Mais enfin, peut-être sans rentrer dans tous ces détails vraiment très techniques, concentrons-nous sur les modèles de langage qui donc permettent, à partir de l'entraînement sur des corpus de texte très massifs, hein, donc on parle de plusieurs milliards de mots, fait, donc de créer des modèles qui savent d'abord prédire le prochain mot, donc basés sur des probabilités donc qui en fait vont être contenues dans les corpus d'entraînement. C'est pour ça que les corpus d'entraînement sont aussi importants. Et bah, justement, créer à quelque sorte presque ex nihilo, d'accord, de nouveaux textes, de nouveaux contenus, mais qui effectivement sont basés sur des probabilités issues de ces corpus d'entraînement. Qu'est-ce qui change en fait de manière très spectaculaire donc, avec ChatGPT? C'est que si avant ChatGPT, on parlait donc on avait des modèles de prédiction de texte, de prochain mot, des modèles bases, donc des modèles fondations, certes, voilà, déjà énormément de paramètres, de très grands corpus, etc. Mais c'est des modèles qui savent faire quoi? Qui savaient prédire le prochain mot. C'est certes très impressionnant. Donc, les personnes qui ont eu le bonheur de voir jouer avec GPT-2 ou GPT-3, bah, déjà, ouais, c'était très marrant et une certaine même liberté créative, hein, en réalité, donc pour créer des textes. Mais qu'est-ce que change ChatGPT? C'est surtout qu'on propose en fait de faire du reinforcement learning avec le feedback humain et donc de l'alignement pour que le modèle, au lieu de simplement prédire le prochain mot, prédit le prochain mot en fait en suivant donc des instructions. On contrôle en quelque sorte l'espace latent des modèles, donc en les disciplinant et en leur proposant d'agir d'une certaine manière. Cette certaine manière étant de nouveau contenue dans les corpus d'entraînement. D'accord? Donc, ces comportements-là des modèles, donc le fait que ChatGPT est un chatbot, c'est vraiment un assistant conversationnel qui peut maintenir une discussion en donc répondant à des instructions, les fameux prompts de l'utilisateur. De nouveau, tout ça, c'est contenu dans les sets d'entraînement. Ce n'est pas une capacité qui naît de quelque chose d'autre. L'IA générative ici, donc, enfin, la différence par rapport au NLP de base, enfin, l'architecture transformer qui, par sa grande versatilité, par ses grandes capacités, en fait, voilà, effectivement, nous donne accès donc à ces modèles plus puissants. Mais surtout, je pense, ce qui va être très important à ce moment-là, c'est l'introduction de cette idée, on va instruire les modèles à interagir avec les utilisateurs. D'accord? Donc, enfin, c'est en quelque sorte, on va
ajouter de l'UX encore au niveau architectural presque. Donc, c'est ça qui change quand même la donne. Et juste pour être sûr de bien comprendre ce que tu dis, mais donc il y a le modèle qu'on entraîne avec le corpus, enfin le dataset, et on rajoute une couche. Alors tu disais, Hugues, mais des instructions, une espèce de mode d'emploi où on explique au modèle comment il doit se comporter, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a le droit de pas faire. Enfin, j'essaie de reformuler avec mes mots, mais est-ce que c'est ça? Les sets d'alignement, c'est de la donnée, donc, enfin, quand on parlait de RLHF, donc Reinforcement Learning avec Human Feedback, on avait donc des annotations humaines, d'accord? Effectivement, on réentraîné le modèle avec. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on fait du fine-tuning ou d'autres types d'éléments, d'autres types d'alignement, de réentraînement, il va s'agir de nouveau aussi de créer un dataset, d'accord, qui montre au modèle comment agir. Et donc, lorsqu'on parle de chatbot, c'est toujours un dialogue, d'accord. Donc, l'utilisateur dit, le modèle répond. Donc, ensuite, on réentraîne, donc, et le modèle apprend ainsi, donc, sur ce plus petit set de probabilité, donc, comment agir. Je crois que je viens de comprendre, mais donc enfin, les instructions, c'est pas des instructions en tant que telles, c'est un corpus de data qui montre comment le modèle doit se comporter, c'est ça? Tout à fait, mais donc l'idée, c'est que, on a modélisé donc une situation de communication et on montre au modèle ça. Donc par exemple, il y a aujourd'hui, donc on peut prendre n'importe quel, modèle, open source, par exemple, open weights plutôt, donc en Llama, Mistral et autres. On crée un set de données, donc où par exemple, on montre que, on a l'utilisateur qui est par exemple un maître très gentil, bienveillant et cetera, et le modèle qui lui répond comme un enfant, mal discipliné, très colérique et autres. Et donc effectivement, bah, on peut réentraîner le modèle ensuite de de reconstituer ce comportement de cet enfant colérique, d'accord? Donc, c'est exactement ça. Donc on le discipline en quelque sorte. Mais ce qui est important, c'est que qu'on va voilà, on réduit donc en quelque sorte l'espace latent, donc fonctionnement des modèles pour qu'ils agissent de la manière qui nous convient, que l'on souhaite pour notre cas d'usage. T'en as parlé quand tu t'es présenté, mais donc chez Pléas, donc la boîte que tu as cofondée, vous avez une approche, tu disais, à la fois, frugale, open source et distribuée. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que ça veut dire concrètement? Et peut-être, alors tu as parlé d'Albert, si tu as un autre exemple de projet où vous mettez en place cette approche pour qu'on comprenne un petit peu peut-être en quoi c'est différent d'autres façons de faire qui peuvent exister, Je vais donner quelques donc cas d'usage que l'on développe aujourd'hui, que je pense sont assez intéressants. Donc, on a travaillé sur, l'assistant, RH, du ministère de l'Éducation nationale, donc de l'académie de Lyon plus particulièrement, où en fait, il s'agissait, de mettre en place, un système où en fait le modèle d'IA pourrait donc formuler des réponses en, s'appuyant toujours sur un corpus de règles, de régulations, de normes en place dans l'académie de Lyon, d'accord? Nous, on travaille, toujours selon la philosophie suivante. On considère que les modèles de langage doivent être non pas des bases de connaissances en eux-mêmes, d'accord? Mais ça doit être des outils pour travailler la donnée qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que la réalité, surtout dans les industries, et dans les entreprises, en fait, qui agissent sous quand même pas mal de contraintes réglementaires et autres, qui ont leurs propres pratiques professionnelles, leurs normes et cetera. Bah, en fait, le général, donc ce que le modèle a appris grâce au corpus tiré d'internet, hein, donc et encore une fois, là, du coup, ça pose pas mal de questions, hein. En fait, ce que l'on veut, c'est que le modèle soit grounded, d'accord? Donc c'est que, il base ses réponses sur, des bases de connaissances qui sont curatées, qui sont sélectionnées, par, donc l'entreprise, par les experts et cetera. Donc prenons l'exemple de l'académie de Lyon. Bah, concrètement, en fait, ils ont pas mal de réglementations, pas mal de normes concernant, bah, par exemple, la mutation les règles de mutation du personnel enseignant, d'accord? Le personnel enseignant, bon, il y en a plusieurs types, même les gestionnaires RH savent pas tout, hein, donc comme tous les humains, bon et les règles changent d'une année à l'autre, bon, bah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? En fait, on va mettre en place un modèle d'IA, en fait, qui va baser toutes ses réponses, exclusivement sur, le corpus qu'il traite. D'accord? Donc ce corpus étant sélectionné, préparé, en amont.
d'accord? Et qu'on peut mettre à jour aussi au fil de l'eau. Parce que, bah, effectivement, les règles changent, les choses changent. Donc, pour qu'on puisse faire du live AI, de l'IA vraiment factuel, bah, faut en tenir compte. Et donc, cet usage-là, bah, les ritual awareness, il est du coup, enfin, assez intéressant et nous, ce qu'on fait, c'est que on entraîne nos modèles spécifiquement pour cela, d'accord? Donc, on a des modèles qui sont petits, qui sont spécialisés pour bien traiter donc, ce cas d'usage avec, donc voilà, travail sur les documents administratifs assez complexes, donc, mais en, générant des réponses exclusivement basées là-dessus. Donc ça, c'est un exemple. D'autres cas d'usage assez intéressants où vraiment cette idée de frugalité, que les modèles doivent être petits et spécialisés pour cette tâche de traitement documentaire. Enfin, les cas d'usage qu'on aime beaucoup, c'est ceux qu'on mène avec, une grande ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières et où en fait, par exemple, il va s'agir de créer un assistant santé pour, les acteurs de santé communautaires, notamment au Sénégal. Donc, c'est des personnes, en fait, qui vont pas forcément avoir de formation médicale, tu vois? Donc, c'est des personnes, qui, bon, bah, reçu peut-être, voilà, un tout petit peu de formation, mais ils doivent quand même, dans les régions où ils vont exercer, traiter des cas médicaux très variés. Ça peut être, des complications liées à la grossesse, ça peut être un cas de paludisme, vraiment beaucoup de choses où ils doivent, en fait, apporter la première réponse médicale et c'est aussi des régions assez reculées où on n'a pas forcément même la connectivité. Donc, comment tu fais dans ces cas-là? Comment tu peux aider, ces personnes exercer leur métier, en fait? Et bah, l'IA ici semble quand même quelque chose d'assez intéressant parce que bon, bah, on a des corpus, de textes médicaux, ou même des pratiques, mais ces personnes-là, bah, ils ont pas forcément le temps, ni par ailleurs aussi, par exemple, toutes les compétences en littératie nécessaires pour, passer à travers tous ces corpus et cetera. Donc l'IA semble bien indiquer et on pourrait dire: «Bah, super, on plug ChatGPT donc ils peuvent se connecter, mais il y a pas de connexion internet. Comment tu fais? Donc, bah, nous, ce qu'on fait, c'est que en fait, on met, nos modèles spécialisés pour le RAG, qui sont très, très petits, donc 350 millions de paramètres, c'est la taille de GPT-2 quand même, hein, donc c'est un très petit modèle et qui peut tenir sur un téléphone portable, sur un Android, même assez vieux. Ça, c'est tu vois un cas d'usage où en fait, il y a tant de contraintes, mais il y a une telle opportunité qui est offerte par l'IA que d'une part, on ne peut pas rater en fait ces opportunités-là. C'est très transformateur et en même temps, on doit penser à ce côté vraiment très, frugal parce qu'autrement c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible et le troisième aspect de tout cela, c'est que bon, bah, on a parlé du fait que, OK, on veut de l'IA factuelle, on veut de l'IA frugale parce que parfois c'est pas possible et la troisième chose, c'est que on veut de l'IA qui est frugale et factuelle, mais qui peut être déployée à l'échelle. Et ça, c'est une chose très importante parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez largement encore au stade d'époque. D'accord? Tout le monde joue un tout petit peu, on a des micro-cas d'usage. Bon, ça ne passe pas encore à l'échelle. Une fois que ça passe à l'échelle et qu'on doit utiliser des modèles pour, en fait, préparer de la donnée, d'accord, en masse, hein, et pour, voilà, non seulement générer des réponses, des outputs tout faits, mais pour inscrire des modèles dans les workflows agentiques et autres, où le modèle va donc traiter beaucoup de données, mais faire peut-être une petite part du workflow, bah là, on a besoin de petits modèles et qui savent, en fait, avant tout, travailler avec la donnée qu'on lui sert, tu vois? Donc, c'est voilà les trois, on peut je dirais les 3 aspects, donc factualité, frugalité parce que, environnement contraint et frugalité parce que environnement où on va passer à l'échelle et où on a besoin de penser infrastructure p quand même qui va rester modérée, mais où on peut faire beaucoup de choses avec des modèles qui sont petits et efficaces. Par rapport au premier F de factualité, enfin, vu de l'extérieur, enfin, la question des hallucinations et tu vois, où le modèle va inventer des choses, créer voilà, des informations qui n'existent pas, mais qui semblent possibles. Comment vous abordez ce sujet-là? Parce que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une des plus grosses problématiques dans le déploiement vraiment de ces outils-là. Tu vois, tu parlais de professions réglementées. Tu es dans la santé, là, l'exemple que tu donnais, où en fait, il va inventer quelque chose ou donner une fausse information, ça peut avoir un impact important.
comment tu parlais de grounded AI, comment vous faites pour réduire au maximum les hallucinations et peut-être réintroduire, un humain dans la boucle, comme on dit, pour, vérifier des infos? Enfin, je sais pas, c'est quoi votre approche par rapport à ce point-là particulièrement? Il y a 2 choses. En fait, la 1re réponse, effectivement, c'est du Retrieval Augmented Generation. Donc, effectivement, parce que bon, là, on ne peut pas avec des modèles, enfin des modèles d'IA, donc d'IA générative, exclure complètement l'hallucination. Ce que l'on peut faire, c'est effectivement de réduire en quelque sorte le champ des possibles de la réponse, donc et donner effectivement au modèle des informations qui lui qu'elle retraite en fait et qu'elle base ses réponses dessus, d'accord? Donc au lieu de effectivement exploiter tout son espace latent et créer une réponse ex nihilo en quelque sorte, on va le grander sur des datasets qui sont curatés et on sait que, bah, ils sont plus factuels, d'accord? Donc de nouveau cette idée, le modèle n'est pas une base de connaissances en soi, mais un outil de traitement, de restitution, de transformation de la donnée. Et nous restons garants, en fait, de la factualité de cette donnée, effectivement. La 2e chose, c'est que, bon, à part le Retrieval Augmented Generation, on fait actuellement beaucoup de reinforcement learning, un peu dans la lignée de ce qui a été fait par DeepSeek, notamment pour, donc son modèle, R1, en fait. Et surtout, ce sur quoi on travaille, c'est du reinforcement learning qu'on appelle error informed, d'accord? Donc, où en fait, on va montrer au modèle, puisqu'en fait, dans la majorité des champs qui ne sont pas vérifiables, donc parce que quand on travaille dans le domaine de mathématiques ou du code, disons que faire du reinforcement learning et s'assurer que le modèle commence, enfin, que le taux d'hallucination baisse beaucoup, enfin, que les réponses sont plus factuelles, plus correctes, disons que c'est un peu plus simple parce qu'il y a une vérité et qui est relativement facile à extraire. D'accord? Quand on parle des domaines non vérifiables ou semi-vérifiables, tout ce qui est, bah, tu vois, même légal, autre, enfin, c'est semi-vérifiable. D'accord? Et surtout, c'est très compliqué de constituer des grands sets de données où on montre, voilà, on doit arriver à cette conclusion-là, comme ci, comme ça. Voilà, chacun, enfin, c'est pour ça qu'on a aussi des avocats, on a des juges, enfin, bon, bref. OK, mais quand même, on peut déjà commencer, et donc c'est ce que l'on essaie de faire, c'est en montrant au modèle plutôt des erreurs à ne pas faire, d'accord? De mieux, en fait, l'orienter dans sa façon de raisonner, d'accord? Je dis le mot raisonner, bah, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de processus de raisonnement qui sont propres, bah, aux humains, d'accord? Mais il s'agit en fait de nouvelles distributions de probabilités qui va donc effectivement ici être davantage contrainte par des modes de comportement que l'on montre dans ce set, dans ce corpus de réentraînement, plutôt de reinforcement learning, d'accord? Donc, et ça aussi, ça permet en fait d'améliorer grandement les résultats du modèle. Le grounding grâce au dataset présélectionné, d'accord, en fonction de ton cas d'usage, etc. Et bon, là, malheureusement, le travail sur la donnée, personne ne l'a annulé, hein. Il faut travailler sa donnée et c'est ça qui va représenter en réalité le plus de valeur, à moyen, enfin à court et moyen terme et à long terme aussi. Donc ensuite, effectivement, de nouvelles techniques de reinforcement learning donc qui permettent même pour les domaines semi-vérifiables donc d'avancer quand même beaucoup. Et puis tu as effectivement parlé du monde dans la boucle qui, en fonction du cas d'usage, donc va être plus ou moins important. Si on revient par exemple, au projet Albert, au projet Cassandre, donc l'assistant RH de l'Académie de Lyon, il ne s'agissait jamais de mettre un assistant IA face aux citoyens, d'accord? Et pas seulement à cause du fait que, bon, bah, l'IA peut halluciner, d'accord? L'humain peut aussi faire des erreurs, hein, donc je veux dire, faut aussi qu'on soit un peu conscient de ça. C'est que les hallucinations, bon, bah, OK, c'est un problème structurel fondamental de ces modèles, mais évidemment, dans les processus organisationnels, on a aussi des humains qui savent pas, qui font des erreurs, bon, OK. Mais en fait, il y a une question de responsabilité in fine et aussi donc la manière donc enfin et pour ces cas d'usage, il s'agissait de mettre l'humain dans la boucle en tant que non seulement, bah, le vérificateur, donc c'est-à-dire que, OK, en fait, les réponses qui étaient envoyées aux citoyens étaient donc d'abord relues, donc étaient vues par les agents de service public, hein, donc par les gestionnaires, mais aussi il s'agissait en fait plutôt utiliser l'IA
comme un moyen comme on dit, de productivité, d'augmentation d'efficacité pour ces agents-là. C'est pas forcément juste copier-coller une réponse, en fait, donnée par l'IA, mais donner aux fonctionnaires, aux agents, en fait, une meilleure manière, enfin, une manière plus rapide de travailler avec, voilà, de nouveau, cette donnée initiale, tu vois? Donc, je pense qu'une fois qu'on voit que, bon, bah, l'humain dans la boucle ici, c'est parce que, bah, il va rester nécessaire face donc dans l'interaction, en fait, avec d'autres humains et dans la prise de responsabilité. Là, ça devient, je pense, assez intéressant, peu importe, en fait, le niveau d'hallucination auquel on va arriver ou pas. Tu en as parlé plusieurs fois de la question des données et je sais que vous avez cette intention et vous travaillez plutôt enfin, vous travaillez sur des données, ouvertes, donc ça pose la question forcément de la qualité des données et tout ça, mais la question que je voulais te poser, c'est comment vous faites concrètement pour entraîner vos modèles sur des données ouvertes? Parce que de mon point de vue, ça veut dire qu'il y en a moins. Est-ce que tu vois, c'est un frein en termes de développement et vous vous dites: «Bah, ça met plus de temps au départ, mais on est convaincu qu'à moyen ou long terme, on va y gagner et donc on accepte d'investir»? Ou est-ce que à l'inverse, c'est quelque chose qui vous permet d'aller plus vite, d'être plus efficace? Voilà, comment ça marche à la fois sur l'utilisation de ces données ouvertes et en termes de développement de vos activités? Est-ce que c'est plutôt un levier, un frein? Juste quand même pour préciser, qu'est-ce qui se cache derrière cette donnée ouverte, hein? Donc, très concrètement, derrière la notion de la donnée ouverte pour nous, c'est OK, c'est des données avec licence permissive, donc qui sont de plusieurs types. Si on regarde donc, notre corpus d'entraînement qui s'appelle Common Corpus, aujourd'hui, c'est le plus large corpus d'entraînement ouvert, au monde, donc c'est plus de 2 000 milliards de mots dans plusieurs langues européennes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des contenus tomber dans le domaine public, d'accord? Donc, domaine public, bon, selon la convention de Berne, les auteurs, morts, depuis plus de 70 ans. Grosso modo, c'est ça, même s'il y a plusieurs, il y a plusieurs particularités. Pour les magazines et les journaux, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le domaine, public américain, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, il y a une liste relativement claire de, voilà, qui définit ce que c'est le domaine public, en tout cas pour les données que nous avons récupérées. Où on les avons récupérées? C'est les bibliothèques nationales, donc c'est des documents PDF, tu vois, par exemple Gallica, ce type de choses. Il fallait traiter tout ça. OK. Ensuite, open data gouvernemental. Donc là, la France, pour le coup, est vraiment l'un des champions, en fait, mondial, de l'open data. Et c'est quoi? Bon, bah, c'est de nouveau des horribles PDF, des lois, des rapports des entreprises, autorités de marché financier, enfin, tout ça. Et quand tu entends ça, bah, tu te dis: «Bah, OK, bah, cette donnée peut-être un peu complexe, mais quand même, elle est très importante. Elle est très factuelle». Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de biais, d'erreur ou autre, mais c'est la donnée qui a été au moins, en fait, préemptée, qui a été curatée par les gouvernements, les instances, donc officielles, les institutions. C'est quand même pas mal. Ensuite, open science, donc les articles, scientifiques qui sont publiés avec licence, ouverte, hein, et donc je rappelle qu'en Europe, on a quand même le plan S, hein, donc qui présuppose que tous les projets scientifiques qui ont été financés avec l'argent public, donc doivent publier donc des articles scientifiques avec licence ouverte. Donc et en réalité, normalement, on devrait avoir de plus en plus de contenu comme ça. Et puis des projets web ouverts type, Wikimedia, d'accord? Effectivement, on ne prend pas les archives du web. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on a moins de données. Ce qui veut dire également que c'est une donnée, il faut savoir où elle est, il faut savoir la filtrer, il faut savoir aussi la processer, parce que je rappelle, les archives du web, c'est du HTML. On a que de PDF, hein. En fait, même pour être tout à fait, pour être précise, par exemple, le Common Crawl Foundation, donc le Common Crawl, ne prend que des PDF, donc jusqu'à 10 mégas, je crois. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de PDF qui sont juste coupés au milieu, hein, donc et bon, il y a énormément de choses qu'en fait, il y a pas dans les archives du web, d'accord? Donc, on a moins de données, il est plus difficile à traiter, certes. Est-ce qu'elle est de moins bonne qualité? Non, elle est de meilleure qualité, d'accord? On a parlé du domaine public, donc là, on voit en fait la qualité des textes au niveau stylistique, au niveau argumentaire, et cetera. Cette donnée est aussi plus sûrement factuelle, d'accord? Donc parce que, bah, effectivement, elle est passée par, une certaine disons un certain contrôle et ça, c'est très intéressant et autre chose, en fait, elle est assez bien adaptée à l'entraînement de modèles, hein, surtout qui doivent travailler avec le contexte long. Parce que juste pour donner un exemple, donc le volume
moyen de texte, donc issu de Common Crawl, c'est 400 tokens, donc ce qui est quand même très petit. Et donc, ça doit être autour de plusieurs milliers, en fait, pour ce qu'on retrouve dans le Common Crawl, la taille du document. D'accord. Donc, on peut effectivement entraîner des modèles à contexte long, ce qui est très intéressant, avec donc plutôt les corpus voilà, issus de cette open data. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Moi, je pense que c'est avant tout, c'est une question de durabilité, en fait, pour l'IA générative. Parce que la situation actuelle où on a décidé que c'était OK de voler, que c'était OK de piller des contenus des autres, bon, est-ce qu'elle est réellement durable, cette situation? Il y en a d'aucuns qui diraient, bon, bah, de toute façon, la super intelligence arrive, bon, bah, prenons tout ce qu'il y a et entraînons les modèles les plus puissants. Peut-être, certes, ça c'est une possibilité. Moi, je n'y crois pas tant que ça parce que même si la super intelligence arrivait, cela ne voudrait pas dire que toutes les tensions économiques, donc, seraient résolues, d'accord? Et donc, derrière les tensions économiques, je veux dire que à part l'industrie de l'IA, il y a les ayants droit, et il y a d'autres secteurs, en fait, qui ne voudront pas se rester tout simplement donc sans rien, hein, donc voilà. Donc il y a une question de durabilité et d'acceptabilité de ces modèles. Donc je pense que de toute manière, pour nous en fait, et je rappelle, on est une startup 10 personnes, on est enfin avec 10 personnes seulement. On est aujourd'hui bootstrapped, hein, on n'a pas levé nos fonds, on opère avec excessivement peu de ressources. Pour nous, l'idée, c'était de montrer que c'était possible, qu'on pouvait entraîner des modèles efficaces, performants. Et simplement pour te dire, hier, on avait donc un grand release, donc, et on montre que nos modèles, 1 milliard de paramètres, performent mieux sur des tâches de Retrieval Augmented Generation que les modèles Llama de 8 milliards de paramètres. Bon, donc oui, c'est possible d'entraîner de manière éthique, donc avec des données ouvertes, des modèles qui peuvent être déployés dans les contextes d'entreprise. C'est possible. Et normalement, c'est aussi demandé par la loi européenne, par l'IA. OK, c'est possible. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est maintenant intéressant pour nous en tant que startup? Je suis vraiment désolée de le dire, mais non. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que pour tout notre travail, donc qu'on conduit aujourd'hui en ouvert, notamment au niveau de la donnée, en fait, et par exemple, le Common Corpus, il va être utilisé par au moins 7 projets académiques d'entraînement de grands modèles de langage européens, type OpenAI-LLM, Swiss LLM, enfin plein de projets. Mais aujourd'hui, en fait, on a fait ça avec nos propres sous. Donc, il n'y a aucune subvention, il y a aucune et surtout, il n'y a pas de vraiment d'incentive économique très fort à développer ce type de modèle, alors qu'ils sont prouvés d'être performants. Voilà, donc on peut le faire. Et donc, effectivement, ils sont plus compliant. Mais il y a pas d'incentive. Donc, on les constate pas. Donc, nous, en fait, pour nous, c'était important. C'était une vision que l'on considérait à la fois d'utilité publique, économiquement intéressant, enfin, puisqu'il y a cette durabilité et parce qu'on peut créer donc des systèmes justement plus ouverts, avec moins de problèmes, enfin voilà, plus de contrôle, plus de souveraineté également. Force est de constater que pour l'instant, le marché n'y est pas encore, hein. Et surtout, il y a extrêmement peu de soutien public. En fait, même pas extrêmement peu, il y en a pas. Voilà. Donc, il y en a tout simplement pas. Donc, tu vois, ma réponse est très longue, mais j'espère qu'elle clarifie les choses, quoi. Bah, après, peut-être faut espérer que le fait que vous ayez prouvé que ça marche, ça va donner envie aux gens de vous soutenir et de Bah, de notre côté, en fait, tout simplement, on avance, on développe notre activité, donc on a de plus en plus de clients enfin, privés, aussi on garde des clients publics. Donc, mais ça, c'est, enfin, B2B, tout est long, quoi. Donc, c'est juste ça. Moi, je pense que juste, il y a une question plus de positionnement stratégique, en fait, à la fois des pouvoirs publics et de l'écosystème économique un peu plus large, en fait, notamment en Europe. Parce que, de nouveau, aux États-Unis, il y a le fair use. Donc, aux États-Unis, avec le fair use, pour l'instant, en tout cas, alors parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de procès en cours contre Meta, contre OpenAI, etc. Donc, c'est pas tout à fait clair, mais normalement, avec le fair use, ils ont beaucoup plus de latitude que nous en Europe. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est aussi une question que nous, les Européens, nous devons nous poser. Comment cela se fait-il qu'on a des positionnements relativement forts, en fait, au niveau de régulation aujourd'hui, et en même temps, donc, on le dit, enfin, d'une main, on fait la législation
et on dit: «C'est très important» et ça. Et avec une autre main, bon, bah, il y a rien, quoi. Donc il y a le bâton, mais pas la carotte. Et j'en profite parce que tu parlais de souveraineté. Je sais que vous avez rejoint une initiative qui s'appelle Eurostack récemment et on entend de plus en plus parler et notamment depuis le retour de Trump 2 au pouvoir, de cette question de la souveraineté, l'autonomie technologique, numérique. C'est quoi un peu l'ambition derrière ce projet? Et de ton point de vue, tu vois, avec le regard que tu portes en tant qu'entrepreneuse et avec l'expérience que tu as, c'est quoi pour toi les points un peu critiques, les deux trois grands sujets qu'il faudrait craquer pour, développer une vision, une alternative crédible en matière d'IA en Europe? Stack, effectivement, est une initiative qui ressemble aujourd'hui, je crois, à plus d'une cinquantaine, voire même plus presque une centaine d'entreprises technologiques européennes, donc à la fois, enfin, des PME et des entreprises un peu plus grandes, avec donc l'idée de faire entendre un message de la nécessité, en fait, non seulement d'investissement, mais surtout, en fait, aussi de changement au niveau, par exemple, des règles de marché public. Donc, pour favoriser, pour permettre une souveraineté technologique européenne. Parce que la réalité aujourd'hui, et on le voit, parce qu'il y a, disons, au-delà de l'IA, il y a évidemment le sujet infrastructurel, hein, de cloud, voilà, le sujet d'hyperscalers, etc. C'est, en fait, au niveau de la souveraineté, ça va être ça d'abord un sujet à résoudre. Donc, et on en parle depuis des années. Là, on peut espérer que peut-être il y a un petit coup d'accélérateur, peut-être, même si, voilà. Mais disons que cette initiative, elle est surtout là pour faire entendre le message. Maintenant, au niveau de l'IA. Au niveau de l'IA, il y a plusieurs sujets et en fait, moi, je trouve que dans le débat public, on n'en a traité qu'un seul, à savoir la disponibilité des GPU pour l'entraînement de modèles. La réalité aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a suffisamment de grands clusters pour l'entraînement de modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde même, enfin, je veux dire concrètement, des clusters publics européens, tu vois, le Euro-HPC, dont par exemple le Janzé en France ou Adastra, c'est des clusters de supercalculateurs, donc font partie. Bah, en fait, il y a suffisamment de GPU pour entraîner des grands modèles. On pourrait tout à fait entraîner notre DeepSeek. C'est pas un souci. Entraîner un DeepSeek en termes de disponibilité de l'infrastructure de calcul, c'est tout à fait possible. Pourquoi cela n'arrive pas? Donc ça, la vraie question. Pourquoi en Europe, on n'a pas de DeepSeek? Comment cela se fait-il? Alors, en Europe, on a Mistral. Donc, on a Mistral qui est dans la course pour refaire ce que OpenAI faisait il y a 6 mois. Et Mistral est surtout dans la course de productivisation, en quelque sorte, et voilà, de productivisation de leur stack. Donc, ils lancent des choses, on peut, dans tous les sens. Je sais pas, il y a une semaine, ils ont lancé, par exemple, un service d'entraînement de classifiers sur leur infra. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. Ce que je pense qu'on manque en Europe, en fait, surtout, c'est qu'on n'a pas de lab, on n'a pas de lab d'IA fondamentales, mais qui sont pas académiques. Donc, c'est pas INRIA, en fait, qui va entraîner un DeepSeek. En fait, on n'a pas à part Mistral, plus personne n'entraîne des modèles. Bon, il y a Plias, hein, mais Plias, c'est rien du tout, donc on ne va pas comparer. À part Mistral, en Europe, on n'a plus aucune entité qui entraîne des modèles d'IA générative ou des modèles, enfin, voilà. Donc, il n'y en a pas. Aleph Alpha a cessé de le faire. Silo AI, donc, a été racheté par AMD. Donc déjà, ils entraînent plus tant que ça. En fait, en Europe, on a plus ou moins dit, bah, et ça se voit en fait au niveau des investissements de venture capital européens, c'est qu'il faut investir soit dans la productivisation, soit dans les applications, dans les wrappers. Bon, et in fine, on arrive à la situation où, à part Mistral, on n'a personne qui entraîne des modèles fondation, personne qui, en fait, avec un regard ingénierial, pas uniquement de recherche, hein. Mais, OK, comment rendre les modèles plus efficaces? Comment les rendre plus adaptés à par exemple, des workflows agentiques, d'accord? Il y a pas ce travail-là, il y a pas. Donc quand DeepSeek, en fait, sort R1, c'est un résultat de R&D très tourné réalité des déploiements, d'accord? Donc inspiré par les différentes contraintes et cetera. Ce travail en Europe, il est pas fait. On a personne. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc à mon avis, hein,
Donc déjà, il faut qu'il y ait des incentives en fait d'achat, enfin de buy European. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les marchés pu et ça en fait, ça vaut à la fois pour le cloud, mais aussi pour l'IA. En fait, il faut que les solutions européennes soient priorisées, tout simplement. Donc cela permettrait d'injecter en fait des sommes nécessaires pour la R&D. Parce qu'aujourd'hui la R&D elle se fait, bon bah soit on lève des fonds, bon le venture capital européen c'est encore un autre sujet, bon bref, mais le Buy European, pour moi, c'est vraiment la chose numéro un qui peut permettre de changer des choses. On pourra réinjecter donc, on pourra injecter donc ces fonds dans aussi pour développer la R&D, c'est sûr. Et puis, l'autre chose, c'est que ce que je constate, c'est que on a des investissements au niveau européen et au niveau français, donc pour, soi-disant la R&D, mais tout sauf que tout prend une telle forme bureaucratique et tout est tellement lent que le moment où, en fait, on obtient des fonds, tout ce qu'on a proposé de faire, c'est déjà absolument obsolète et on peut oublier. Donc, c'est typiquement le projet Open Euro LLM qui promet, donc, le projet qui est financé à la hauteur de 40 millions d'euros par la Commission européenne, qui a pour objectif dans 3 ans, d'entraîner un modèle de langage européen. Bon, bah, dans 3 ans, moi, personnellement, j'espère qu'on va tous faire autre chose et que et qu'il y aura voilà, enfin, tout est très, très lent et il y a pas assez d'incentives, donc pour justement le marché européen, pour ses spécificités. Et une question que j'avais envie de te poser, parce que justement, tu parlais des petits modèles. J'ai vu que vous avez publié enfin, vous aviez fait une release justement d'un petit modèle et Hugging Face et d'autres boîtes travaillent beaucoup sur ces petits modèles qui sont spécialisés ou pas d'ailleurs. Et parfois, on parle de modèles post-fondationnels. Et justement, dans la lignée de ce que tu disais en Europe, on ne travaille pas sur les modèles. Est-ce que tu penses qu'on va arriver sur plein de petits modèles, quelques modèles fondationnels qui restent incontournables, soit dans les futures architectures IA? Est-ce que demain, on peut imaginer qu'il n'y a que des petits modèles et donc en Europe, on pourrait rattraper, on va dire, notre retard en travaillant que sur des petits modèles et pas sur des modèles, des grands modèles qui demandent beaucoup plus de capacité de calcul de données? On constate assez généralement aujourd'hui qu'on commence à atteindre, on a bien même atteint des limites en fait, pour les modèles bases, pour les modèles fondations en termes de scaling, d'accord? Donc effectivement, là, aujourd'hui, où vont se situer les plus gros gains de performance, en fait, c'est au niveau de mid-training et de post-training, d'accord? Donc, on a parlé déjà du reinforcement learning, donc effectivement, voilà, ou au niveau de mid-training, donc où effectivement, on va aussi grâce à l'entraînement sur, beaucoup de données synthétiques, savoir mieux modéliser des tâches, donc et effectivement booster les compétences des modèles dessus. Néanmoins, concernant l'Europe, genre quand j'ai dit ça, ça c'est la situation d'OpenAI. Oui, on a vu ça avec, GPT 4.5. Il y a effectivement un très, très gros modèle donc et qui n'a pas réussi à avoir des performances, supplémentaires, plus intéressants et qui était tellement gros qu'il était même pour OpenAI, c'était pas intéressant de le déployer, en fait, sur leur infra, d'accord? Donc c'est quand même assez intéressant. OK, c'est la situation d'OpenAI avec laquelle mais c'est OpenAI ou XAI ou Anthropic qui sont des modèles, qui proposent des modèles propriétaires, d'accord? Donc en fait, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que et pas uniquement oui, surtout de l'Europe, parce qu'on n'a pas de modèle open source de base, des modèles fondations de base open source suffisamment puissants, avec quand même des garanties relativement fortes au niveau de ce qui a été mis dedans à l'entraînement, parce que DeepSeek, c'est pas tout à fait ça et je rappelle que les derniers modèles de Meta ne sont pas disponibles en Europe. D'accord? Donc aujourd'hui, en Europe, en fait, on n'a pas de modèle, open source de base, enfin suffisamment à l'état de l'art pour qu'on puisse imaginer que bon, c'est bon, on prend ça et on fait quelque chose ensuite. D'accord? Donc c'est déjà pas une situation qui existe. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important? Parce que j'ai parlé d'une chose qui est donnée synthétique, qui nous est nécessaire pour ensuite faire, soit du mid-training, soit du post-training, soit même du fine-tuning. On prend où et on la génère avec quel modèle cette donnée? Donc, je ne sais pas quoi répondre en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a seulement quelques modèles ouverts de Mistral et donc des quelques Qwen et Gemma, d'accord? Qui permettent ça, qui permettent en fait la réutilisation des outputs et cetera. Donc en fait, aujourd'hui, on se met dans des situations de dépendance
extrême, sans vraiment réfléchir à la suite. Donc, effectivement, si on parle de l'état de l'art, enfin de la situation générale, donc enfin voilà, pour OpenAI ou autre, effectivement, là où on va aujourd'hui avoir le plus de gains, c'est sur le post-training. Et là, on voit que grâce non seulement à la distillation, mais aussi à ce que, en fait, à la force de reinforcement learning pour les petits modèles aussi, on pourra effectivement se diriger vers des plus petits modèles, donc de plus en plus spécialisés, donc qui sont, enfin voilà, qui sont là à effectuer différentes tâches, enfin agentiques ou autres, c'est super. Mais en Europe, en fait, on n'est pas encore à ce stade-là. Ouais. C'est ça qui est un peu dérangeant. Donc, raison pour laquelle, pour l'Europe, en fait, on peut un tout petit peu, presque sauter, on peut imaginer sauter un peu le pas, hein, et d'aller tout de suite vers la spécialisation vraiment extrême et vers des modèles vraiment très, très petits et très frugaux. Et ça c'est le choix que nous avons fait. Avec des modèles type, 350 millions de paramètres, c'est minuscule, hein. C'est la taille de GPT-2. Bon voilà, c'est vraiment très petit. Mais du coup, en les spécialisant, donc et en les postant, dès le début, en fait. Ça, c'est aussi une possibilité. Ça fait une bonne transition avec la question que je voulais te poser après, parce que tu as partagé un post sur LinkedIn récemment où tu disais le modèle et le produit, et tu écrivais quelque chose, donc je cite, tu disais les entreprises qui comprennent en premier ce changement, que le modèle lui-même devient le produit et que la décentralisation et son évolution naturelle domineront la prochaine phase de l'IA. Et tu finissais en disant le futur appartient à celles et ceux qui sauront créer, maîtriser et déployer des modèles spécialisés dans un écosystème décentralisé. C'était un peu long, mais en tout cas, en lisant ça, et puis j'avais vu un papier aussi de ton cofondateur là-dessus, je trouvais qu'il y avait en tout cas, je me suis dit, il y a un vrai truc que j'aimerais mieux comprendre. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que tu mets derrière ça et concrètement ce que ça veut dire pour le futur un peu des équilibres, tu vois, économiques? Et la question que ça me posait, alors je sais plus si c'était dans votre papier, je crois, hein, peut-être dans celui de Pierre Carl, qui disait que potentiellement demain, on pourrait imaginer un acteur comme OpenAI remonter la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, où tu parlais de Wrapper, où tu as plein de gens qui créent des solutions, des applications sur les API de ces gros providers, bah, demain, ils pourraient dire, bah non, en fait, nous, on va fermer nos API et on va vendre juste notre modèle, qui est le produit qu'on vend. Et donc, tu as plein de gens qui n'ont plus accès et donc ça crée une dépendance aussi. Est-ce qu'il existe un OpenAI de machine learning? Bah, non. Il y a des entreprises qui effectivement, qui font de leur spécialité l'entraînement, bon, peut-être même, voilà, sur demande de certains types de modèles, enfin, voilà, du conseil tech, on peut, bien sûr. La chose, c'est que en fait, ce qui s'était passé, c'est que, bah, effectivement, les modèles d'IA, prédictifs, enfin, classiques en machine learning, en fait, ne possédaient pas cette, disons, versatilité que possèdent les transformers, d'accord? Et des modèles d'IA génératifs qui travaillent avec le niveau, extrêmement général qui est le langage, d'accord? Le langage est vraiment la base de notre économie, hein, donc avec le code, enfin, le code est ce type de langage. Donc effectivement, là, on a imaginé que du coup les modèles généralistes et qui peuvent en plus être scalés, donc obtenir des compétences très fortes grâce à d'énormes quantités de données et d'énormes quantités de compute, pourront du coup, devenir, quelque chose de général qui va, qui en quelque sorte, remplacer absolument tous les cas d'usage. Mais est-ce que c'est vraiment la solution vraiment efficiente? Quand on regarde, bah, même des principes, je veux dire, d'informatique de base et de cybernétique, enfin, en plus, en fait, non. C'est-à-dire que pour créer des systèmes efficients, c'est justement intéressant, en fait, non pas de tout avoir dans un seul, géré par un seul modèle, en plus, qui est très grand, en fait, et qui va avoir des perditions, en fait, d'efficacité, surtout pour les edge cases. Bien sûr, pour les cas d'usage, on peut sur le edge. Donc, et l'intérêt ici, enfin, nous, ce qu'on voit, hein, c'est d'aller davantage vers des modèles qui sont, plus spécialisés, qui sont plus petits, qui peuvent être déployés à l'échelle, et donc qui vont parfaitement gérer en fait, des cas d'usage qui restent à la fois relativement, versatiles, tu vois? Donc c'est pas juste, gérer un seul micro truc. Par exemple, plusieurs API, la génération, par exemple, des calls de plusieurs API, tu vois? Ou enfin, un certain type de function calling, et cetera. Donc, mais des modèles vraiment petits qui peuvent être déployés à l'échelle.
Donc, et de manière vraiment fiable, etc. Pourquoi je parle d'efficience aussi? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, c'est qu'on vit un tout petit peu à l'époque du beurre de 2012. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le token ne coûte plus rien. Grosso modo, Gemini coûte rien. Tout cela ne coûte rien. Vu en fait des coûts de production de ces tokens, en fait, je ne vois pas en fait comment on va continuer dans cette logique économique ou créer un simple wrapper, donc avec juste une interface qui ne possède aucune compétence supplémentaire par rapport au modèle qui exécute tout le reste, à part peut-être un petit workflow en plus, mais qui va devenir de plus en plus automatisable en réalité par les modèles qui savent gérer des workflows, qui sont réellement agentiques, je ne vois pas l'équation économique intéressante pour les wrappers. Parce que le mot, en fait, au niveau de l'UX, il est trop facilement détruisible. Bon, évidemment, il y a destructible, pardon. Évidemment, il y a une question de distribution qui est peut-être plus considérée comme le vrai mot, hein. Donc, et c'est pour ça qu'OpenAI va essayer d'acheter Windsurf, va essayer d'acheter Cursor, etc. Mais donc, nous, ce qu'on voit, c'est que pour, en fait, surtout les développements agentiques où tu as beaucoup de modèles, enfin, où tu as des modèles qui doivent faire des tâches, donc, qui sont peut-être relativement simples, mais où tu as besoin de précision et d'efficacité, bah, effectivement, le modèle devient de plus en plus un vrai produit, en fait. Et après, l'orchestration de ces modèles dans les systèmes disons, plus complexes. Et juste, si tu pousses ton idée enfin, cette idée de le modèle devient le produit, tu vois, qu'est-ce que ça change dans l'écosystème, on va dire, actuel, si un OpenAI devient le produit, comme tu dis, ou Bah, Deep Research l'est déjà. Deep Research, c'est un modèle, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un modèle qui avait appris, en fait, à faire du search. D'accord? Donc, c'est un modèle. C'est-à-dire que qu'est-ce que cela change? Bah, si le modèle est le produit, en fait, c'est surtout l'expertise dans l'entraînement, dans le design des tâches et leur transposition au niveau de l'architecture du modèle qui va compter. Tu vois? Donc, c'est pas uniquement c'est surtout cette expertise-là qui va compter. En fait, quand on par ailleurs, on regarde la vraiment un très grand degré d'automatisation de ce qui va être lié, en fait, à notamment à la création d'interfaces et autres, bah, effectivement, je pense que c'est plus intéressant, enfin, en perspective, hein, bien sûr, hein, d'investir davantage dans l'expertise liée à l'entraînement de modèles, à la modélisation de ce que l'on veut faire répercuter dans les modèles, parce que c'est là où il y aura le vrai différenciant. C'est là où on pourra proposer au marché quelque chose qui va nous distinguer notre offre de l'offre d'une autre société. Tu vois, quand tu vois en fait à quel point, en fait des offres de wrappers, enfin, commencent à se ressembler au même résultat, bah, qu'est-ce qui va changer? C'est vraiment, en fait, à quel point tu as réussi à bien modéliser tes tâches, donc au niveau agentique dans les modèles, les rendre tellement efficients qu'ils proposent un truc en plus par rapport aux autres. on arrive bientôt à la fin de l'échange. Il nous reste 2 questions. La première, c'est qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de l'IA générative. Enfin, il y a quand même beaucoup de hype et il y a quand même un paradoxe, c'est la hype, on va dire, est pas proportionnelle à l'impact réel, en termes économiques. Tu vois, on parle beaucoup de productivité. Enfin, il y a quand même un décalage entre ce on entend tous les jours sur l'IA va changer le monde, remplacer tous les développeurs, et l'impact réel. Tu vois, au regard toi, ton expérience du quotidien, c'est quoi? Et c'est quoi les cas d'usage où où tu dis: «Là, il y a un vrai truc qui se passe et il y a une vraie il y a un vrai impact, économique en termes de productivité»? Bah, on le voit déjà quand même, enfin le 1er impact, c'est surtout les métiers de programmation. Donc là, pour le coup, les chiffres ne mentent pas. Bon, il y a Heu, quand on regarde, donc au niveau de la création de nouvelles solutions, donc par exemple, je crois que c'est plus de 90 du code du dernier batch de start-up de YC Combinator, il a été écrit par les IA, d'accord? 90 du code, c'est énorme en fait.
Est-ce que cela veut dire que ça remplace le métier, enfin les métiers de programmeur? Non. Pour l'instant, il s'agit pas donc il s'agit pas de cela. Évidemment, sur le code, on a vu des vrais, enfin une vraie implémentation de l'IA. Aujourd'hui, il est quasiment inimaginable, à part, mais là c'est important, à part des situations où effectivement la personne travaille dans l'entreprise, où il y a quand même des soucis, disons, on se soucie de la propriété intellectuelle de ce que l'on produit. Donc, on n'a pas mis en place Private GPT ou pas, on n'a pas mis en place un modèle open source, etc. Donc là, effectivement, on va avoir du mal à intégrer l'IA dans notre travail sur le code. Mais autrement, en fait, c'est vrai que ça a énormément changé. Là, donc la productivité donc elle a explosé et on voit en réalité même déjà les premiers effets sur le marché de l'emploi, notamment aux États-Unis, où les offres disponibles pour enfin, les métiers de software engineer, enfin, sont quand même en très grande baisse. C'est difficile de dire pour l'instant, est-ce que c'est lié uniquement, enfin, c'est la conjecture économique, est-ce que c'est vraiment l'IA déjà qui a cet effet, mais quand même, la situation, voilà, on peut la constater. Donc, le code, bien entendu. Au-delà de ça, on a des usages personnels qui se sont énormément développés avec l'IA et des usages dont on parle assez peu, en fait. Aujourd'hui, la pénétration de l'IA dans les entreprises, elle est assez faible en réalité. En France, c'est moins de 10% des entreprises qui utilisent l'IA, en fait. Donc, c'est extrêmement peu, d'accord? En revanche, des usages personnels ont explosé. Enfin, j'enseigne en Sorbonne Nouvelle, je discute évidemment de l'IA, enfin, beaucoup avec mes étudiants. La majorité de mes étudiants utilisent le ChatGPT comme leur psy. Donc, en fait, on a aujourd'hui une adoption à deux vitesses. On a la société et les individus, en fait, qui sont emparés de l'IA de manière très, très forte, en réalité. Donc, qui utilisent, donc voilà, pour toute cette production, à la fois, enfin, voilà, des mails, des choses comme ça, enfin, qui ne sont pas uniquement dans le contexte pro, hein. Donc, et pour des usages très personnels, qui ont en réalité des effets immenses sur la manière dont nos sociétés fonctionnent. Et on ne s'en rend pas du tout compte aujourd'hui. Et de l'autre côté, adoption entreprise, qui aujourd'hui est très largement concentrée sur la partie code. OK, toute petite partie, en fait, des activités économiques aujourd'hui. Et pour le reste, il nous faut des modèles aussi, peut-être, qui résolvent, en fait, des questions de sécurité de données, qui résolvent des questions de confiance, en fait, et qui peuvent être aussi plus intégrés dans les réalités économiques et d'infrastructures des entreprises. Donc, c'est pour ça que, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est aussi en réponse à cela. Et effectivement, on est aujourd'hui enfin, au balbutiement en réalité de l'adoption de l'IA dans l'économie. Et pour finir, une question peut-être un peu plus pour se projeter, tu vois? Si toi tu disais qu'on était au début, c'était le Uber des années 2012, si on se projette à 5-10 ans, toi, qu'est-ce que tu t'anticipes, ton intuition, tu vois, sur est-ce qu'il y a des grandes, ruptures technologiques qui arrivent dans le domaine de l'IA ou dans l'adoption? Ou enfin, tu vois, comment tu un peu le truc? Très sûrement, je pense que déjà adoption massive, c'est quand même 3 à 5 ans. Donc, on va véritablement assister quand même à l'intégration de l'IA je pense, dans la quasi-totalité des workflows organisationnels, enfin, des activités économiques. Donc et ça va se passer, enfin, pour nous 3 à 5 ans, on dit: c'est court», mais en fait, c'est à la fois court et long, hein. Enfin voilà, le temps de l'IA est bizarre. Ça, c'est quelque chose qui va se passer assez certainement, pas 3, 5, 6, 7, 8 ans dans les pays développés. Donc, il reste une question des pays en développement, notamment le continent africain. C'est une vraie question. C'est aussi une adoption qui va être difficile et qui va poser beaucoup de questions d'acceptabilité sociale du fait de ses effets écologiques, en fait. Donc, comment est-ce qu'on va réconcilier l'impératif écologique et cette adoption de l'IA qui va être souhaitée par l'économie, parce qu'il va vraiment permettre de grands gains, donc de productivité surtout, en fait, et donc de possibles, surtout, même pas seulement gains de productivité, mais de création de nouvelles valeurs, en fait, de création de nouveaux, presque pas de secteur économique, mais de nouveaux champs d'activité économique. C'est surtout ça, en fait. Je pense que l'IA l'IA générative a fortiori, va nous permettre justement de unlock de
enfin, la nouvelle valeur, d'accord? Donc pas uniquement, augmenter notre productivité au sens un peu basique. Donc ça, c'est, effectivement mais voilà, donc il faudra résoudre ces questions d'acceptabilité. Donc aujourd'hui, on y pense, je pense assez peu parce que l'adoption reste quand même assez émergente. Donc et ensuite, là où je pense que c'est vraiment, pour moi le plus intéressant, c'est plutôt des développements du côté de physical AI, donc et du côté justement de l'usage de l'IA, non en tant qu'IA générative au sens, voilà, de génération de nouveaux contenus, mais surtout en tant que traitement de données, en fait, pour permettre de nouvelles synergies, de nouvelles découvertes scientifiques. Et ça, je pense que là, enfin, l'introduction de modèles fondations pour donc la simulation les simulations physiques, donc et cetera. Là, il y a tout un champ nouveau, en fait, qui s'ouvre et qui semble très intéressant, très prometteur. Donc il y a plusieurs startups qui travaillent sur ces sujets, donc c'est pas du tout, notre sujet à nous, donc mais je pense que c'est là où les choses peuvent accélérer très vite, donc et de la manière, qui va vraiment permettre, de créer peut-être, enfin voilà, un futur bien plus désirable, pour nous tous. Mais du côté de l'IA générative, beaucoup de paradoxes qui vont très certainement, naître, et assez rapidement. Merci beaucoup Anastasia d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.